Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être là si nombreux. Et à l'exception des quelques secondes qui viennent de s'écouler, de ne pas applaudir durant la cérémonie, pour ne pas en troubler la solennité. Je vous remercie donc d'être là si nombreux. Je remercie particulièrement la mairie du 10e arrondissement et le cinéma, le Luxor, de nous accueillir dans cette si belle salle. Et la mairie du 10e d'avoir trouvé une solution pour cette cérémonie si importante, à laquelle nous tenons tous tant, et la mairie, et nous tous ici, malgré le fait que la mairie était occupée par les opérations électorales. Je voudrais aussi nous féliciter tous d'avoir, et en particulier je profite de la présence de M. Perego ici, qui a étudié les cérémonies de commémoration depuis la guerre. Je nous félicite d'avoir réussi à instaurer, à organiser ce soir, cette année, une cérémonie unitaire avec des associations qui n'ont pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, été d'accord sur tout, mais qui ont su s'unir à l'époque de la guerre pour lutter contre l'ennemi commun et qui, ce soir, sont unis pour célébrer cette commémoration. Vous en avez le nom au-dessus de vous, le Centre MEDEM que je représente, l'AACCE, Liberté du judaïsme, le Cercle Bernard Lazare, le CLEJ, le Farband, MRJ Moy, l'UJRE, l'OSE, et il y en a une, et la Chomère Hatzaïr, voilà, c'est celle que j'avais oubliée. J'allais ruiner tous nos efforts de diplomatie. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse le plus jeune, le Benjamin d'entre nous, Milan Rouzniewski, venir allumer symboliquement les 6 bougies qu'on allume toujours au moment de cette commémoration, 6 bougies pour 6 millions de Juifs assassinés pendant la Shoah. Merci Milan, et merci d'être là avec nous. Tu représentes la transmission de cette mémoire. Je vous demanderai maintenant de respecter 1 minute de silence en hommage à tous les combattants disparus. Et je passe tout de suite la parole à Alexandra Cordoba, maire du 10e arrondissement. Chers amis, et Madame la Présidente du Centre MEDEM, chère Hélène Papiernik, Mesdames et Messieurs, les représentants associatifs, unis, réunis, venus si nombreux ce soir, merci pour ce message d'unité dont en ce moment nous avons bien besoin. Monsieur le directeur du Luxor, que j'aperçois au fond de la salle, cher Emmanuel Papillon, que je veux remercier chaleureusement devant vous tous
de nous accueillir ce soir pour cette cérémonie si importante. Mesdames et messieurs les élus du 10e nombreux et fidèles à cette cérémonie, mesdames et messieurs et chers amis. Après 2 ans à se réunir virtuellement dans des conditions qui d'ailleurs furent assez pénibles, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous, de nous retrouver tous, vivant ici, chaleureusement serrés les uns contre les autres dans cette salle de cinéma, et que ces belles retrouvailles, à titre exceptionnel, puissent donc avoir lieu dans ce beau cinéma. Me réjouit tout particulièrement ce cinéma que nous avons tant voulu. Encore merci, cher Emmanuel. Encore merci pour votre accueil et le temps que vous avez bien voulu consacrer à l'organisation de cette cérémonie. Oui, cet anniversaire que nous célébrons en ce jour, ce souvenir que nous saluons ensemble, les sacrifices immenses auxquels nous rendons hommage, je n'aurais voulu cette année, comme toutes les autres, en aucun cas y manquer. Et ce d'autant plus que je connais l'immuabilité de votre fidélité, la permanence de votre travail et la constance de votre mémoire. Ensemble, nous sommes liés par ce témoignage annuel de notre respect, de notre admiration aux vaincus du ghetto de Varsovie, mais à ces vainqueurs de l'histoire. Mesdames et messieurs, chers amis, il est des dates que nous ne pouvons oublier, il est des dates qui nous émeuvent et qui nous rendent humbles, qui marquent à jamais de leur empreinte nos consciences de femmes et d'hommes et l'histoire de l'humanité tout entière. Oui, il est des dates qui nous déchirent, tant les sentiments qu'elles provoquent sont paradoxaux. Le 19 avril, l'insurrection du ghetto de Varsovie est de ces dates-là. C'est un moment qui nous heurte, qui nous interroge sans cesse et sans relâche. C'est un moment qui nous bouleverse en convoquant à la fois ce qu'il y a de plus hideux et ce qu'il y a de plus grandiose dans l'homme. C'est un moment qui nous est plus proche qu'on ne le croit, tout particulièrement là, maintenant, en ces semaines douloureuses, inquiétantes et tragiques que traverse notre continent, car les spectres des empires, les spectres des tyrans, des exactions, des crimes de guerre et de la barbarie, de l'inhumanité ressurgissent et nous rappellent qu'hier, dans l'Europe soumise au joug du Reich, comme aujourd'hui dans l'Ukraine martyrisée par le Kremlin, la guerre n'a qu'un visage. Elle n'a qu'un seul visage, c'est celui du malheur et c'est celui de l'ignominie. Souvenons-nous des près de 400 000 innocents condamnés hier à être parqués, entassés, affamés, dégradés et insultés, assassinés enfin dans le ghetto de Varsovie. Souvenons-nous de ces femmes, de ces hommes à la merci de l'imagination abjecte des SS, assujettis à la gestion esclavagiste du Reich. En ce faisant, ne détournons pas non plus le regard de ces scènes d'épouvante qui nous glacent, qui me glacent, avec vous, auxquels est soumis le peuple ukrainien, des bombardements de théâtres, d'écoles, de maternités et de la désolation semée à Mariupol et de la bestialité dont nous sommes les témoins impuissants subis à Boutcha. Hier comme aujourd'hui, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des peuples entiers sont asservis, avilis et sont niés. Mais mes chers amis, ce qui nous frappe en tant que frères et sœurs en humanité, dans ces récits d'Apocalypse, c'est que parfois c'est au cœur de cette ignominie que renaît la dignité et cette conscience d'être homme, d'être vivant, d'être debout, cet élan du sursaut, de la fougue et du courage. Oui, je le disais, cette dignité si profondément humaine qui, malgré l'enfer,
malgré la mort, malgré les larmes, poussent à dire non, à résister, à se soulever, à prendre les armes. Chaque année, nous nous le rappelons. Chaque année, ça nous émeut aux larmes. Au milieu de ces décombres physiques et moraux, c'est ce qu'ont fait les Juifs du ghetto de Varsovie. Cette armée d'hommes et de femmes démunis, anéantis, qui s'est levée pour affirmer une dernière fois jusqu'au bout son absolue égalité et sa totale humanité. C'est cela qui nous réunit cette année, qui nous réunit chaque année, qui doit nous réunir toujours avec la même fidélité mémorielle, le souvenir de ces héros désespérés qui, le 19 avril 1943, alors que les colonnes de la SS et les blindés de la Wehrmacht pénétraient dans le ghetto, ont donné le signal de l'insurrection. S'engagent alors 28 jours de résistance, de courage et de fierté, des combats de rue, de ruines, menés jusqu'au bout et qui renversent l'ordre immonde des nazis, l'honneur pour les faibles, l'accablement pour les puissants, dans une inversion des évidences qui rappellerait presque les récits bibliques si l'issue n'était pas aussi tragique. L'ultime lutte de quelques centaines de combattants, ceux à qui nous pensons ensemble chaque année, souvent à peine sortis de l'enfance, mal armés, épuisés face à plus de 2000 soldats aguerris soutenus par les chars, l'artillerie et l'aviation. Oui, ces 28 jours marquent à jamais l'histoire de la guerre, l'histoire de la Shoah, l'histoire du siècle et de l'humanité, parce qu'en elle, il y a la puissance d'un mythe. Il y a la grandeur du sacrifice. Mais mes amis, ce sacrifice nous oblige, il nous parle aujourd'hui encore, et je le disais, pas seulement à cause du parallèle que nous sommes tentés de tracer avec la résistance héroïque d'un peuple faible face aux géants qui l'assaillent, mais parce que l'antisémitisme inlassablement ressurgit avec la même férocité, avec la même bêtise, au travers de dégradations, de profanations et même d'assassinats. Ce sacrifice nous rappelle à notre devoir de transmission, à notre devoir de lutte, jusqu'au bout contre les discriminations, contre l'instrumentalisation et contre la négation, bien sûr. Il nous rappelle que face aux extrémistes, pensons à cela tous ensemble très fort ce soir, face aux extrémismes, même et peut-être surtout lorsque ceux-ci se maquillent et cherchent à apparaître fréquentables. À aucun moment nous ne voulons les fréquenter et nous ne devons pas tergiverser. Je le dis cette fois encore comme je le pense, mais aussi en amitié devant cette salle remplie de visages que je reconnais. Alors encore une fois, et cette fois de plus, chers amis, disons-le, le sacrifice de ces mensch, pour toujours et à jamais gravé dans la mémoire des hommes, nous ne l'oublions pas et nous ne l'oublierons pas. Averschaft. La langue de tous ces héros que nous célébrons ce soir, c'était bien entendu le yiddish. Je donne maintenant la parole à Laurence Aptekier-Fisbein pour la lecture d'un poème en yiddish et à Mitya Ram-Aptekier pour celle de sa traduction. Amatzaive. Zeyere Nemen. Avrom, Yitzchok, Yankov, Sure, Rivke, Ruchel, Laie, Inariven, Mitashimen, a Yosef, mit a Benjamin, a Moshe, mit a Aaron, a Yehoshua, in a Merje, mit a Dvoire, mit a Chane, a Rus, un a Neche, a Teme, a Zivje, wie Mames Teiere verzeitens, in a Frime, wie a Viersugerin, in a Teibele, a Feigele, fin Volkslied,
in weil sie seinen also jung gewesen, also noch nur zu Mames Zärtlichkeit, haben sie einander sich mitnehmen kindische geriefen. In weil in Polen seien sie gewachsen, haben sie zumal auf Polisch euch die Riefnehmen verzeugen. Und es ist gewesen a Lutek und a Nedek, a Nantek, a Marek, a Kazik, in a Marije und a Vange, und a Stefe und a Rouge. Und die, wo's haben eine alte konspirative Tradition gehabt, haben sich mit ernsten Namen von Hintererd geriefen. Und die, wo's haben mit Eretz Yisrael gehabt, a Scheiches, haben sich mit Namen große und pathetische geriefen, mit Namen von Midbar, von Tanach. Und ein Jehude ist gewesen zwischen die Führer, wie amul zwischen die Hashmonaim, als zwei Mordches von die same, starke und flammige Neschumes. Lass mir suchen dem Leib von die Jünger, lass mir sie nicht beweinen, lass mir sie lieb haben, wie sie wollten alle noch gewähnt zwischen uns. Lass mir sie behalten lebendig in uns bis in der letzten Atem. Das ganze Volk hat sich gekonnt in sie beneien. Und sie haben die Leidenschaften von einem heiß und stürmisch Leben in einem Frühling ein und einzigen verlebt. Die Liebes- und die Freundschaften in kurze Jahren, in Chadushim weinige verwebt, in uns gewebt. Nicht du, wo soll sich kennen zum Glanz von seiner Geuchel gleichen. Mit wie es Reute von Räuch, verrisst, bewachsen, ausgemattert, haben sie geläuert auf den Säune, mit Schwarzappeln verbreiterte, hereingekickt in Feierbrand. Die 18, 20 und die 25-Jährige verschwarzt von Kampf. Ein Schimmer ist von sie gegangen, eine Ewigkeit hat aufgehilcht in seiner Trott. Das ganze Volk hat sich gekonnt in sie beneien. Soll nicht wagen keiner sie zinemen zurück beim ganzen Volk, soll keiner sich nicht unhängen in seiner Kuved, nicht kein Mischpuche, kein Partei, kein Land, soll keiner von der Heich nicht priven sie ja abschleppen. Sie sollen weiter schweben über der Jiddische, also wie demult, sie haben geschwebt in jene Tag. Seine Namen Avrom, Yitzchak, Yankev, Sure, Rivke, Ruchel, Laie. Ils se prénommaient Avrom, Yitzchak, Yankev, Sore, Rivke, Rochel, Leia. Il y eut un Rouven et un Shimen, un Yosef et un Binyamin, et un Moïse et un Aaron, un Yehoshua et une Myriam, une Voire, une Chane, une Ruth, une Neche, une Témé, une Sivier. Comme les mères bien-aimées d'autrefois, et une Froumée, pieuse et instruite parmi les femmes, et une Taïbélé et une Feigélé, comme dans la chanson populaire. Parce qu'ils étaient si jeunes, si proches encore de la tendresse maternelle, ils s'appelaient l'un l'autre par leur prénom d'enfant. Parce qu'ils avaient grandi en Pologne, il leur arrivait de se donner des surnoms à la polonaise. Aussi trouvait-on parmi eux un Loutek et un Edek, un Antek, un Marek, un Kazik, et une Marisha et une Vanja, une Stefa et une Rouja. Et ceux qui avaient hérité d'une vieille tradition de clandestinité prenaient des noms de guerre sérieux. Et ceux qui se voulaient liés à la terre d'Israël s'appelaient par de grands prénoms glorieux, des prénoms venus du désert, de la Bible. Il y eut donc un Yehuda parmi les chefs, comme parmi les Asmonéens, et pas moins de 2 Mordechai, 2 âmes parmi les plus fortes et ardentes. Disons la louange des jeunes.
Ne les pleurons pas, aimons-les comme s'ils étaient encore tous parmi nous. Gardons-les vivants en nous jusqu'à notre dernier souffle. Le peuple entier aurait pu en eux se renouveler. Mais eux, ils ont investi les passions de toute une vie impétueuse en un seul et unique printemps. Leurs amours et leurs amitiés, c'est en quelques années, en quelques mois à peine qu'ils les ont tissés et parachevés. Il n'y a rien qui puisse se comparer à l'éclat de leur destin. Les paupières rougies par la fumée, barbouillés de suie, barbus, épuisés, ils guettaient encore l'ennemi. Les pupilles dilatées, ils fixaient les flammes des incendies. Jeunes de 18, 20, 25 ans, noircis dans les combats, une lueur émanait d'eux, une éternité résonnait dans leurs pas. Le peuple entier aurait pu se renouveler en eux. Que personne n'ose les reprendre à ce peuple entier. Que personne ne s'accroche à leur gloire. Ni famille, ni parti, ni pays. Que personne ne tente de les traîner à bas de leur hauteur. Puissent-ils toujours flotter au-dessus des toits juifs, comme alors, comme pendant ces journées-là. Ils se prénommaient Avrom, Yitzhak, Yantkev, Soré, Rivke, Rochel, Leïe. Sur la question de la transmission de cette mémoire, je donne maintenant la parole à Joëlle Laugier, présidente du CLEJ, et à Darius Drier, qui est un moniteur de la colonie de Pâques, je crois. Madame la maire, merci de votre fidélité. Monsieur Rémi Ferraud, merci aussi d'être à nos côtés chaque anniversaire du 19 avril. Je remercie aussi les élus du 10e arrondissement qui sont présents ce soir avec nous. Nous avons la chance cette année d'être réunis dans ce remarquable patrimoine parisien en co-animation, en co-organisation avec plusieurs associations amies, et je m'en réjouis. Nous sommes en pleine fête de Pessah, qui célèbre la sortie d'Égypte du peuple hébreu et donc sa libération du joug de l'oppresseur. Aussi, je voudrais parler de liberté, alors même que le peuple ukrainien se bat pour conserver la sienne. Nous commémorons tous les 19 avril la résistance à l'oppresseur nazi. Nous rendons hommage à ceux qui ont pris les armes jusqu'au bout dans le ghetto, dans un combat certes inégal et perdu d'avance, mais d'une puissante portée, car courageusement mené au nom de la dignité humaine. Ceux-là ont fait acte de liberté. N'est-ce pas le meilleur rempart contre les obscurantismes, les totalitarismes, toutes les formes de négationnisme et bien sûr le fascisme, que de chérir et défendre cette liberté à tout prix, sans relâche et sans concession. Liberté d'expression, liberté de ton, liberté de choix. Les événements les plus tragiques de notre histoire nous le rappellent de façon récurrente. Et il nous faudra, dimanche prochain, la défendre encore dans les urnes. Comme vous le savez, le CLEJ, Club laïque de l'enfance juive, organise depuis 1963 des colonies de vacances au château de Corvol dans la Nièvre. Le CLEJ a fait suite au SKIF, branche jeunesse du Bund, installée en France dans les années 20. Les premières colonies ont permis aux enfants du Bund orphelins de la Shoah et vivant à l'année en maison d'enfants de partir en vacances dès 1947 au château de Corvol. Nous y fêterons d'ailleurs cette année à la Pentecôte les 75 ans de colonie. Nous portons une histoire profondément liée au Yiddishland et à cet héritage bundiste que nous transmettons aux jeunes moniteurs d'à peine 20 ans et qui, eux-mêmes, le transmettent aux enfants en colo. Cette transmission, c'est le cœur de notre engagement associatif, parce qu'il faut se souvenir de notre histoire, parce que cette histoire a construit nos identités, et surtout parce que la transmission résonne comme une farouche volonté de construire nos futurs dans une culture de libre arbitre et de liberté. Lorsque j'ai passé le bac en 1985, le sujet de philo a été le suivant. La tradition fait-elle obstacle à la liberté ? Je sais à quel point être monitrice à ce moment-là au CLEJ m'a aidé à construire mon argumentaire. Car la liberté, à Corvol, elle s'expérimente de façon riche et foisonnante, et avant tout autour du collectif. On s'essaye à construire le temps d'une colo, des espaces de discussion, des espaces d'élaboration collective, des espaces d'expérimentation autour du vivre ensemble. Quant à la tradition,
Elle est pensée à Corvol essentiellement dans sa dimension culturelle et historique. Elle est pensée comme un vecteur de transmission des valeurs qui participent à nos constructions psychiques et sociales. La tradition, donc, nourrit avant tout le sens de nos engagements. Elle nourrit nos vies et contribue à construire celles de nos enfants. C'est ce que nous tentons de faire au travers nos traditionnels temps de commémoration en colo, que sont la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie à Pâques et celle de la rafle du Veldiv en juillet. La meilleure façon d'éclairer mon propos est de donner la parole au moniteur, Darius Drier, moniteur à la colo qui va partir dans une semaine au château, va vous expliquer de quelle façon sera transmise et commémorée en colo l'insurrection du ghetto de Varsovie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Darius et je suis colon de la Corvol depuis 6 ans. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'animer ma première colo en tant que moniteur. C'est un grand plaisir que d'être ce soir devant vous pour vous présenter brièvement la manière dont nous allons, cette année, commémorer l'anniversaire des 79 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie. En effet, chaque année, cela fait partie de la tradition corvoloise. Nous commémorons les dates anniversaires importantes de notre histoire, et chacune est l'occasion de temps de parole et de réflexion qui nous rassemblent tous, animateurs et colons. Mais cette année, nous avons décidé de commémorer ce 19 avril d'une manière particulière. D'abord parce que cela fait 3 ans que nous ne l'avons pas fait, et c'est donc important de le faire cette année. Mais c'est surtout important de le faire parce que le ghetto de Varsovie n'est pas étudié assez rigoureusement à l'école. Pour certains, c'est donc le seul endroit où ils peuvent l'apprendre, ce que c'est et ce qui s'y est passé. Je vous rassure, le but n'est pas de faire un cours d'histoire, mais de raconter notre histoire, celle des Juifs ashkénazes, et celle du Bund pendant ce soulèvement. C'est pourquoi nous avons décidé que ce seraient les ados, notre groupe d'enfants le plus âgé, qui parleraient aux enfants les plus petits pour que ce groupe s'imprègne le plus possible de cette histoire et dans l'importance de cette commémoration. La commémoration au château va se dérouler pendant une matinée où nous utiliserons 4 pièces comme 4 salles d'un musée éphémère. Chaque salle a une thématique différente avec de nombreux documents, des photos, des vidéos, des textes, des panneaux confectionnés par les enfants et des interlocuteurs qui seront les ados. Ce musée éphémère comprend 4 salles. La première retrace dans une grande frise la chronologie du ghetto, sa construction, les conditions de vie, les relations entre les habitants, etc. Cela a pour but de donner aux enfants une idée générale de la vie dans le ghetto. La deuxième salle revisite les vies des grandes figures, Marek Edelman et Janusz Korczak. La troisième salle est consacrée au soulèvement du ghetto et aux événements qui se sont déroulés entre le 19 avril et le 16 mai 1943. Enfin, la 4e salle de notre musée éphémère sera un lieu de discussion avec les enfants du travail de la mémoire, de notre rôle aujourd'hui en tant qu'enfants, adolescents et jeunes adultes d'un mouvement socialiste juif ashkénaze et pourquoi faire cette commémoration à Corvol. Voilà ce que je pouvais vous dire de notre approche et pourquoi cette commémoration nous tient tant à cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée. Vous allez voir maintenant un premier extrait d'un documentaire de Willy Lindver qui s'intitule « Le journal des derniers héros » et qui a été diffusé pour la première fois en 1993. Ella Rufeisen assista aux derniers instants du soulèvement depuis le siège du commandement, le bunker Mila 18. Membre du mouvement de jeunesse sioniste Akiva, elle est arrivée à l'âge de 21 ans dans le ghetto de Varsovie, où elle fut témoin des grandes déportations vers Treblinka. C'était atroce. Un jour, j'allais du grand ghetto vers le petit ghetto, en passant le pont. Et j'entendais les Juifs se demander les uns aux autres, où faut-il aller? Où aura lieu la rafle? Dans le grand ghetto ou dans le petit ghetto? Certains traînaient leurs maigres possessions à l'autre bout du ghetto, tandis que d'autres faisaient le chemin inverse. Masha Puttermilch prit dès le début une part active au soulèvement. À 16 ans, elle participait déjà aux activités de résistance du Bund, organisation ouvrière socialiste et juive.
On distribuait des tracts interdits, on collait des affichettes, moi-même je l'ai fait, où il était écrit « Juifs, ne vous laissez pas emmener. Ce n'est pas vrai que les Allemands veulent vous déplacer à Poniatov ou à Travnik. Vous allez à une mort certaine. » Simha Rotem, dit Kazik, sauva 34 Juifs à la fin du soulèvement, alors que le ghetto était la proie des flammes. À l'âge de 17 ans, il prit part à diverses opérations secrètes de l'organisation sioniste de jeunesse Anoar Hatzioni. On publiait dans le ghetto des journaux interdits. On essayait d'expliquer aux gens que la déportation des Juifs hors du ghetto, cela signifiait leur mort. Parce que les gens ne le croyaient pas. Marek Edelman était l'un des chefs de l'insurrection, dont le commandant en chef était Mordechai Anirevitch. Marek Edelman, qui avait à l'époque 19 ans, occupait d'importantes fonctions au sein du Bund, le parti ouvrier socialiste juif. Nous avons su, quant à nous, assez vite, qu'on massacrait les Juifs à Belzec et dans les autres camps, dans des camionnettes dans lesquelles on envoyait les gaz d'échappement. On savait qu'on les massacrait. Mais personne ne voulait le croire, parce que personne ne peut croire des choses pareilles. Aaron Karmi était arrivé en janvier 1943 à Varsovie. Il avait 22 ans. Il venait du ghetto de Pochno, où il était membre de l'organisation de jeunesse sioniste Gordonia. Nous recevions à ce moment-là, par des messagers qui venaient en ville, des journaux de la résistance, du mouvement Gordonia. Le journal s'appelait Slov Mlodir, la parole des jeunes. C'est là qu'on a trouvé les premiers rapports de ce qui se passait à Ponar, à Lublin. Et c'est là qu'on a appris, pour l'essentiel, ce qu'était Treblinka. Pnina Grinspan appartenait au groupe de Marek Edelman. Elle était arrivée à Varsovie en 1939 à l'âge de 17 ans. Membre de l'aile gauche du Parti socialiste juif Ohala Zion, elle savait quel sort attendait les Juifs. Nous savions tous ce qui se passait à Auschwitz et à Majdanek, et où on nous envoyait pour nous tuer, pour nous brûler là-bas. Tout le monde se disait donc qu'il n'y avait plus rien à perdre. Parce que si de toute façon nous allions être brûlés, autant essayer de sauver notre vie en opposant une résistance, en nous cachant. Larissa Quin était enfant dans le ghetto de Varsovie. Nous avons l'honneur de l'avoir avec nous ce soir. Larissa, je vous laisse la parole pour apporter votre témoignage et lire, je crois, une partie de vos souvenirs, justement. L'armée d'Hitler attaque la Pologne le 1er septembre 1939 et le 27 septembre, déjà, elle investit Varsovie. Et immédiatement débutent les persécutions anti-juives. Brutalité, mise à mort, confiscation des biens, interdiction de l'enseignement. En novembre de cette même année, 1939, l'occupant nous impose un signe distinctif. Mes parents doivent porter un brassard blanc avec une étoile de David bleue. Il est obligatoire à partir de 10 ans. J'ai 7 ans et je ne le porterai pas. Le samedi 16 novembre 1940, nous sommes internés, enfermés dans le ghetto. Cette catastrophe nous concernait tous, mais nous ne savions pas alors que c'était l'étape prévue par les nazis avant notre extermination. 400 000 personnes, soit le tiers de la population de la capitale, sont enfermées sur un espace correspondant à moins de 3% de sa superficie. Il faut imaginer l'entassement. Chaque espace, cave, grenier est utilisé. Mes parents ont accueilli dans notre appartement de 2 pièces cuisine
de la famille et des amis. J'ai le souvenir d'avoir dormi sur un matelas posé par terre, à côté de celui de mon cousin âgé de 5 ans de plus que moi. Nous avions faim, car la famine avait été planifiée et organisée par les nazis. Nous avions droit à 184 calories par jour. Nourriture obtenue par intermédiaire de tickets de rationnement et qu'il fallait payer. On mourait de faim dans le ghetto et des corps nus, décharnés, gisaient sur les trottoirs recouverts de journaux. Nous avions froid. En hiver, en Pologne, la température descend à moins 20 degrés. Le charbon manquait, le gaz était coupé, l'électricité arrivait par intermittence. Au début de janvier 1942, l'occupant publie un décret ordonnant que toutes les fourrures doivent lui être remises. Nous mourions de faim et de froid, mais la volonté des nazis était de nous briser par la terreur. Tout était puni de mort. Sortir du ghetto, enseigner dans les ghettos, jouer de la musique de musiciens allemands. Au nom de la responsabilité collective, pour tout acte de révolte, les nazis fusillaient des dizaines de personnes. Ces conditions d'entassement, de famine, de terreur avaient pour but de réduire la population juive à l'état de sous-homme, selon l'idéologie raciale nazie, et n'avoir plus la force d'opposer une résistance dans l'ultime étape vers la mort. Une première forme de résistance est de tenter de vivre comme des êtres civilisés, écrit Marek Edelman du Bund. Grâce à cette résistance, dans la clandestinité, des écoles, des lycées et même une faculté de médecine sont créées. On pratique la religion, des associations de solidarité comme les comités des immeubles voient le jour. Des cantines sont installées. Elles vont servir jusqu'à 100 000 soupes par jour, mais cela ne suffit pas et les gens mourront de faim. La vie politique dans les ghettos est très intense et reproduit les divisions d'avant la guerre entre le Bund et les partis sionistes, entre les sionistes de gauche et ceux de droite. Tous ces partis ont des mouvements de jeunesse très actifs. Pour les sionistes, le Shomer Tzahir, le Dror, Akiba, Hanoar Hassionid qu'il a cité, Gordonia, le Betar. Pour le Bund, le Skif, Zukunft et l'organisation sportive Morgenstern. Ces garçons, Aryeh, Mordechai, Yitzhak, ces filles, Tema, Frumka, Tosha, deviennent des agents de liaison et se rendent dans d'autres ghettos, dans des camps, pour établir des contacts et encourager les jeunes de leur mouvement à organiser des séminaires, à reconstituer leur organisation. Plus tard, ils transporteront des armes et enseigneront les formules des bouteilles incendiaires. La résistance armée dans les ghettos est le fait de très jeunes gens très politisés. Pour commettre leurs actions, les nazis choisissaient les dates de nos fêtes. Ils voulaient liquider les ghettos de Varsovie pour Pessah 1943. Livre combat 2 organisations. Żydowska Organizacja Bojowa, l'organisation juive de combat, dont le chef est Mordechai Anielewicz. Elle comprend 500 membres, dont un tiers sont des femmes. Ils sont divisés en 22 unités stationnées en 3 secteurs du ghetto.
La seconde organisation, Żydowski Związek Wojskowy, Union juive militaire, occupe le secteur Muranowski, avec à sa tête Paul Frenkel. Cette dernière comprend environ 250 membres. Face à ces quelques centaines de combattants isolés dans le ghetto, 3900 soldats et officiers, entraînés, bien nourris, possédant des armes efficaces, leur feront la guerre pendant 27 jours. Le 19 avril 1943, premier jour du soulèvement, les insurgés ont fait reculer l'armée allemande. Ce 19 avril au soir, ils sont les maîtres du ghetto. Et le ghetto est Deutschenrhein. Mais les Allemands reviendront, et c'est en incendiant le ghetto par des lance-flammes sur ordre du général Stroop que l'armée allemande vaincra l'insurrection. Les combattants des ghettos n'ont pas le choix du moment du déclenchement des révoltes. Eux, les séquestrés, isolés du monde, ne pouvant compter que sur leur volonté de combattre. Le moment est celui de l'ultime déportation, de la liquidation des ghettos. La préparation des révoltes est faite en vue de ce jour terrifiant. Le 23 avril, il y a 79 ans, Mordechai Anielewicz, commandant du soulèvement, écrit sa dernière lettre. Le rêve de ma vie s'est réalisé. L'autodéfense juive dans le ghetto est devenue réalité. Je suis le témoin de cette héroïque bataille des combattants juifs. Le soulèvement du ghetto de Varsovie est la première révolte importante dans cette Europe soumise aux nazis. Dans le pays pourtant quadrillé par la Wehrmacht, la Gestapo, les gendarmes allemands, la police polonaise, l'information parvient dans d'autres ghettos grâce aux agents de liaison. Ces messagers, c'est aussi des organisateurs des révoltes. Mordechai Tenenbaum à Białystok, Frumka Protnicka à Będzin, Rivka Glanz à Częstochowa. Partout où l'information parvenait, elle stimulait les énergies après appelait à l'action. Les Allemands nazis ont inventé un monde de lagers et de ghettos. Un monde inconcevable de l'avilissement et de mort. C'est en la camouflant sur des termes tels que Aktionen, Umsiedlung, Entlosung qu'ils accomplirent ce qu'il avait été impossible de concevoir. Primo Levi, ce survivant lucide, lui-même ne trouve pas de mots pour décrire le monde selon Hitler. N'oubliez pas que cela fut, nous dit Primo Levi. N'oublions pas que dans ce monde-là, nos semblables ont trouvé la force et un immense courage pour le combattre. Mordechai Tenenbaum, commandant l'insurrection du ghetto de Białystok, nous dit « Nous ne mourrons pas, nous survivrons dans la mémoire de ceux qui nous suivront. » Nous entendrons maintenant deux chants par Michel Taubert, deux chants yiddish du ghetto, liés au ghetto. Par Michel Taubert, la traduction sera lue par Anna Rosenblum. Moins fort, taisons-nous. Des tombes poussent ici. Nos ennemis les plantent,
elles verdissent face au ciel. Plusieurs chemins vont à Ponard, mais aucun n'en revient. Et ton papa a disparu, emportant notre bonheur. Moins fort, chérie, ne pleure pas, trésor. Pleurer ne sert à rien. Notre infortune, jamais les nazis ne la comprendront. Même l'océan a des berges, les prisons ont des barrières, mais à notre douleur, pas de limite. Pas de limite. À la campagne, c'est le printemps, mais nous vivons l'automne. Le jour a beau être florissant, c'est la nuit que nous voyons. Et quand l'automne d'or se charge, le chagrin fleurit en nous. Une mère devient orpheline, son enfant part pour Ponard. La Vilia, emprisonnée, gémit aussi de douleur, charriant des glaces lituaniennes vers la mer Baltique. Parfois se déchire l'obscurité, des soleils brillent dans la nuit. Cavalier revient vite, l'enfant t'appelle, l'enfant t'appelle. Moins fort, la source coule au fond de notre cœur. Tant que la porte résiste, muets, nous devons rester. Ne souris pas, enfant. Ton sourire est trahison pour nous. Que l'ennemi voie le printemps flétri comme une feuille morte. Que la source coule tranquille, reste calme et espère. La liberté ramène papa. Dors, mon enfant, dors. Comme la Vilia libérée, comme les arbres à nouveau verts, de la liberté, la lumière luit sur ton visage, sur ton visage. Stiller, stiller, lass mich schweigen, quor im Wachsen do, soben sie verpflanzt die Sonne, grünen sie zum Blau. Es führen Wegen zu Ponard zu, es führt kein Weg zurück, ist der Tate wo verschwunden und mit ihm das Glück. Stierelkind, meins wein nicht, heutzer selbst nicht kein Gewein, unser Unglück wellen Sonnen, sei wir nicht verstehen. Soben breges hoch die Jammen, soben Füße seuche zusammen, nur zu unser Pein kein bissel Schein, kein bissel Schein. Frühling auf'n Land gekommen und uns Herbst gebracht, ist der Tag heint voll mit Blumen und seit noch die Nacht. Goldig scheint der Herbst auf Stammen, blüht in uns der Zar, bleibt verjossend, wo a Mame, s Kind geht auf Ponard. Wie die Vilje a geschmiedet, euch gejort in Pein, ziehen Krias heiß durch Litte, jetzt in Jammerein. Es werde heuschig wo zerrunnen, von der finster leichten Sonnen. Leihreiter, komm geschwind, dir ruft dein Kind, dir ruft dein Kind. Stiller, stiller, Quellen quallen,
uns in Herz herum, bis der Teuer wird nicht fallen, sein mir Musen stumm. Frei nicht kenn sich, s'ist dein Schmeichel, jetzt für uns verrat. Send im Frühling soll der Säune wie in Herbst der Blatt. Soll der Qual sich ruhig fließen, stiller sei und auf. Mit der Freiheit kommt der Tate, schluf'sche Kind mein Schlaf. Wie die Wilje aber freite, wie die Bäumer grün beneite, leicht bald Freiheitslicht auf dein Gesicht, auf dein Gesicht. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs, à vos armes et couteaux, tirez vite. Ohé saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue ou on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? La traduction en yiddish par Mordechai Litvin. Je chante à sa mémoire. Hörst du von woran es dem schwarzen Gefoch über Plänen? Hörst du von Korbunes in Land unter Joch, die geweinen? Von Feld und Fabrik, Partisanes, ruft der Krieg, ach in einem. Bazul unser Gut, unser Zar und unser Blut, hein der Säune. Von Schacht steigt auf, von der Berg kommt zu Neuf, Kameraden. Von Grub geht her dem Kanon das Gewehr, die Granaten. Oh, hey, Partisan, soll dein Messer, dein Agan sicher treffen. Bei Feinds jedem Trick sich die Herd mit Dynamit Tonneneffen. Die Krates zerschneit und die Brüder befreit von den Fieses. Der Hunger uns knockt und die Sine uns jockt und die Risches. In ein Land der Geschwur schlafen Menschen in der Ruhe, träumen nichts der.
Bei uns men marschiert, men deharget, men krepiert in de Finster. Bei uns jeder weiß, was will, was heißt, wenn du gehst. Und falls du, mein Freund, dir verbeitend erscheint, wart als Zweite. Wird morgen die Sonnenblut hast rickenen herum auf die Wegen. To pfeift in der Nacht, hört die Freiheit, sie der Welt uns entgegen. Hörst du von woran es dem schwarzen Gefoch über Plänen? Hörst du von Korbunes in Land und jochtige Weinen? Susan Picorki étant souffrante ce soir, j'appelle Michel Stulzaft pour les associations, les 3 associations du 14 rue de Paradis et un ensemble de lectures et de vidéos. Donc Claudie peut venir aussi, elle va enchaîner. Claudie Bassi, pardon. Oui, Susan Picorki, qui est affichée étant dans l'incapacité d'être des nôtres ce soir, m'a demandé de lire son texte que voici. Bonsoir, j'interviens ce soir au nom de la Fédération Espace Mémoire du 14 qui regroupe l'UJRE, les Amis de la CCE et Mémoire des résistants juifs de la MOI, qui sont les 3 associations siégeant au 14 rue de Paradis. Si elles sont autonomes dans leurs orientations et leurs organisations, elles ont des liens historiques et familiaux évidents. Ce qui va suivre est donc le fruit de leur travail commun. Pour conclure cette brève introduction, je souhaiterais, à titre personnel, vous rappeler qu'il y a 5 ans, je m'étais promise de ne plus jamais commémorer le soulèvement du ghetto de Varsovie 3 fois dans la même journée. Les combattants du ghetto se sont battus et sont morts ensemble. Les nazis, lorsqu'ils les assassinaient ou les envoyaient à la mort, faisaient fi de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Ils étaient juifs et cela suffisait amplement. Et nous, leurs héritiers de la mémoire, étions incapables de les honorer ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé à l'unisson pour ouvrir, je l'espère, une ère nouvelle. Claudie Bassi. Adam Raïski, responsable de la section juive de la MOI, relate dans ce texte comment les résistants juifs en France ont appris la nouvelle du soulèvement du ghetto de Varsovie. Nous avons appris, fin avril 1943, grâce à l'écoute de Radio Londres, la nouvelle que les Juifs du ghetto de Varsovie résistaient, les armes à la main aux troupes de la Wehrmacht. Dans un premier temps, l'information fut diffusée par le service polonais de la BBC, qui était plus facile à capter car moins brouillé. On n'ignore pas aujourd'hui que la diffusion sur les ondes n'a été décidée qu'après plusieurs jours de tractations entre le gouvernement polonais en exil et les autorités britanniques qui tardaient à donner leur accord sous prétexte de vérification. De toute façon, les gouvernements alliés et leurs états-majors appréhendaient les soulèvements et les révoltes spontanées et par voie de conséquence non coordonnées avec leurs objectifs. S'agissant précisément du ghetto, son combat, mesuré probablement en termes d'efficacité militaire, c'est-à-dire en nombre de divisions allemandes distraites du front, apparaissait comme peu important aux chefs politiques et militaires alliés, ignorant sa signification morale. Quant à notre première réaction, c'est par une vision exprimant à la fois notre tristesse et l'espoir que je concluais mon premier texte sur le soulèvement du ghetto,
paru fin mai dans Unser Wort, notre parole. Le jour n'est pas loin où les bandits hitlériens devront rendre compte de leurs crimes. Les flots de sang qu'ils ont versés ne cesseront jamais de bouillonner. Voilà. Fin septembre 1943, 2000 déportés juifs sont conduits d'Auschwitz à Varsovie pour nettoyer les ruines du ghetto. Marceau Wilner, un des organisateurs de la résistance dans le camp d'Auschwitz, fondateur de Presse Nouvelle hebdomadaire, assiste à l'épilogue de l'insurrection qu'il relate dans un article intitulé « Le combat de l'espérance humaine », dont voici un extrait. Pour bien apprécier l'héroïque soulèvement du ghetto de Varsovie, il ne faut pas le juger comme une action isolée, ni comme un acte de désespoir. C'est dans une phase bien déterminée de la guerre que ce soulèvement s'est produit. Il a mûri dans les conditions créées par la victoire de Stalingrad qui détruisit la légende de la toute-puissance de l'Allemagne. Il serait inexplicable sans l'aide de la résistance polonaise et sans le concours des partisans juifs de l'extérieur. Il serait faux également de croire que les 40 000 derniers survivants juifs ont cherché une mort héroïque mais sans aucune perspective. Toutes les expériences prouvent que la perspective de la mort n'est pas un stimulant pour la lutte, car on ne lutte que pour la vie. Et les combattants de Varsovie ont ouvert un front contre le fascisme pour lutter avec d'autres combattants. Combat difficile, acharné, dont on a pu dire qu'il était un combat désespéré, mais aussi le combat de l'espérance humaine. Ainsi, la révolte du ghetto de Varsovie restera comme une des plus belles pages de la lutte des peuples contre la barbarie hitlérienne. En ce décembre 1943, Varsovie est sous la neige. Un soldat allemand filme ces images de la ville occupée et des ruines du ghetto silencieux. Ici, on a regroupé un tiers de la population de Varsovie. 460 000 juifs, dont 100 000 enfants de moins de 14 ans, qui seront déportés et assassinés à Treblinka. Les nazis vont tout anéantir. En 3 ans d'occupation, le Reich va affamer et exterminer les juifs polonais de la capitale. En avril 1943, la révolte du ghetto s'achèvera par la mort et la déportation des combattants. Quelques survivants ont pu s'échapper par les égouts et ont pu rejoindre les partisans polonais cachés en ville ou dans la forêt. Il n'y a plus de juifs à Varsovie. Pourtant, au cœur du quartier allemand, place des Trois-Croix, près d'une caserne de soldats SS, 18 garçons et filles issus du ghetto, âgés de 6 à 15 ans, vont réussir l'exploit de survivre aux yeux de tous. Seuls et sans famille, ils dorment dans les ruines et les jardins. Ils gagnent leur pain en chantant et en vendant des cigarettes. Ils resteront unis jusqu'à la libération de Varsovie. Certains sont encore vivants aujourd'hui. Ils livrent ici, pour la première fois, l'histoire de leur survie. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à vendre. Par moins 18, moins 20 degrés, et chaussé de sabots, j'emportais une centaine de cigarettes, des Yunaki, pour les vendre dans la rue aux Juifs. À 8 ou 9 heures du soir, j'avais à peine gagné de quoi acheter une petite miche de pain, mais j'étais fier de la rapporter à la maison.
Les gens qui parlent de la faim ignorent tout de la faim sans espoir. Le pain, le sucre et les œufs sont rationnés par les nazis. En janvier 1942, 15% de la population du ghetto est composée d'enfants orphelins qui mendient, vendent des babioles ou se lancent à l'assaut du mur pour faire du troc en partie aryenne. Quand les Allemands ont construit le mur d'enceinte, ils ont aménagé des trous pour drainer les eaux pluviales dans les caniveaux. Un enfant de ma taille pouvait se faufiler par ces trous. Avec ma sœur Esther, on sortait du ghetto par un trou du mur pour essayer de trouver de la nourriture. On filait côté polonais. Les immeubles à Varsovie étaient flanqués d'une cour et autour de la cour, il y avait les appartements. Je chantais et les gens nous lançaient de la nourriture par les fenêtres. Parfois, nous n'arrivions pas à rentrer à la maison lorsqu'il était trop tard à cause du couvre-feu. Ma sœur avait trouvé refuge chez une vieille femme qu'on appelait Babka, grand-mère. En novembre 1940, 400 000 Juifs sont contraints de vivre à Varsovie dans 4 km². L'enceinte du ghetto est fermée par un mur de 3 mètres de long, surmonté de barbelés sur 18 km de longueur. 100 000 enfants y sont enfermés. Exactions nazies et maladies rythment leur quotidien. 10 à 15% des enfants du ghetto ont perdu leurs parents. Livrés à eux-mêmes, ils errent dans les rues. Pour survivre, ils mendient, vendent des babioles. La faim est la principale préoccupation de tous. En 1941, la ration quotidienne s'élève à 184 calories, moins du 10e du nécessaire. L'enseignement est interdit par les Allemands. Mais l'instruction se poursuit secrètement dans des pièces retirées où sont installés tables et bancs. Dans les moments de danger, les enfants ont appris à cacher les livres. La lente agonie du ghetto s'accentue à partir de juillet 1942, quand débute la terrible vague de déportation vers Treblinka, qui va amener la liquidation de la population juive de Varsovie, qui ne comptera plus que 70 000 personnes au début de 1943. Dans cette période tragique, une modeste chaîne de solidarité se met en place sous l'égide du gouvernement polonais en exil de Londres. La commission clandestine d'aide aux Juifs, dénommée Zagota, une jeune assistante sociale non juive, Irena Sandler, qui depuis 1940 est autorisée à rentrer dans le ghetto pour officiellement contribuer à la prévention des épidémies, est la principale animatrice de cette chaîne de solidarité. Elle va faire sortir des enfants du ghetto, mais pour cela, elle doit convaincre les parents de lui confier leurs enfants. On imagine que les séparations sont déchirantes. Pour sortir les jeunes enfants qui lui sont confiés, elle doit s'assurer de complicité. Des ouvriers de la ville qui peuvent entrer dans le ghetto placent des enfants dans des boîtes à outils. D'autres sont extraits par les égouts ou les caves des maisons situées près du mur d'enceinte. Ces enfants étaient placés dans des familles amies, des familles de confiance, des orphelinats et des couvents. Ces sauveteurs prennent de grands risques car l'aide aux Juifs est passible de la peine de mort.
On estime que Irena Sandler a sauvé quelques 2500 enfants. Elle prendra soin de noter le vrai nom de chaque enfant avec sa nouvelle identité afin de pouvoir les rendre à leurs parents après la guerre. Elle seule a conservé le registre qu'elle réussira à cacher après son arrestation en 1943, malgré les tortures et son emprisonnement. Irena Sandler restera en contact avec certains des enfants qu'elle avait sauvés. Elle a été reconnue juste parmi les nations par Yad Vashem en 1965. Niet meint mir hat geboren, die heftige Gas. Bei Tate, Mame, euch gewinn a Kind. Hab beiden ungeboren, nicht meint es ist a Spaß. Bin geblieben wie in Felder Wind. Kreis ist rollig, no wenn keiner sieht nicht, wie schier still sich von eurer Opatrer, no von mein Treue, besser als man redt nicht, zu was der Mannen und machen's halt sich schwer. No von mein Treue, besser als man redt nicht, zu was der Mannen und machen's halt sich schwer. Je donne la parole maintenant à Maryse Volikov. C'était le temps où la mort parlait le yiddish, a écrit Georges Semprun. C'était le temps où ceux qui se battaient dans le ghetto de Varsovie pour l'honneur des Juifs savaient, ainsi que l'a écrit Antek Kueckerman, un des dirigeants de la révolte, que c'est la mort qui donne son sens et son contenu à la vie. En avril 1943, les 35 000 survivants juifs du ghetto de Varsovie, qui ont vu 400 000 d'entre eux disparaître convoi après convoi, ont choisi leur destin. Ils refusent de mourir sans combattre. Un tract affirme « Plus un seul juif n'ira à Treblinka, luttons jusqu'à notre dernier souffle ». Les femmes et les hommes du ghetto vont engager le combat non pour vaincre, non pour sauver leur vie, mais pour pouvoir choisir leur mort. Ils veulent que l'ennemi paye le sang par le sang, et puisqu'il faut mourir, tomber les armes à la main. Tous les textes qui nous sont parvenus du ghetto parlent d'espoir et de bonheur, le bonheur de mourir en combattant. Mordechai Anielewicz, dans sa dernière lettre adressée à Antek Kueckerman, qui se trouve hors du ghetto, écrit le 23 avril 1943 « Ce que nous venons de vivre ne peut être raconté et dépasse nos rêves les plus osés. Les Allemands ont fui par 2 fois le ghetto. Le rêve de ma vie s'est réalisé. L'autodéfense du ghetto est une réalité. La résistance juive armée et la vengeance se matérialisent. Je suis témoin du merveilleux combat des héros juifs. » La révolte du ghetto de Varsovie eut un retentissement considérable sur les résistants juifs des pays occupés. Elle fut le signal des révoltes qui éclatèrent dans d'autres ghettos et jusque dans certains camps d'extermination. Et nous rendons hommage à tous ces combattants. Elle a prouvé que la lutte armée était possible dans les conditions les plus difficiles, même dans les conditions d'un ghetto. En France,
Elle permit d'entraîner dans la lutte de nouveaux combattants pour l'anéantissement du nazisme et la libération de la France. Faire connaître le courage, l'héroïsme de ceux qui n'ont pas accepté la sentence des nazis, faire vivre leur mémoire, sert à écrire l'avenir, cet avenir qui aujourd'hui nous inquiète tant. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Nous sommes là et continuons le combat des héros du ghetto de Varsovie pour la dignité de l'homme. Pierre Topiol va maintenant nous parler de Nathan Rapoport. Chers amis, depuis la libération, le Farband, l'Union des sociétés juives de France, organise tous les ans, entre Rosh Hashanah et Kippour, une cérémonie de Iskor au cimetière parisien de Bagneux. Elle se tient depuis 1949 devant le monument dédié aux engagés volontaires juifs morts pour la France. Or, ce monument présente une évidente similitude stylistique avec le monument de Varsovie dédié aux héros du soulèvement du ghetto. En effet, ils ont été réalisés par le même sculpteur Nathan Rapoport, qui est donc cet artiste dont les livres d'histoire de l'art ne parlent pas du tout ou très peu. Nathan Rapoport est né à Varsovie en 1911 dans une famille pieuse aux moyens limites modestes. À 14 ans, il rentre en apprentissage chez un sculpteur et participe à la restauration du château de Villanova près de Varsovie. Pour gagner sa vie, il réalise des bustes d'enfants pour des familles aisées. Puis, il est admis à l'école municipale d'art dans la section sculpture, où il réussit rapidement et intègre ensuite l'Académie des beaux-arts de Varsovie. Il fait de brillantes études, gagne plusieurs prix et obtient une bourse pour aller étudier à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où les œuvres d'Auguste Rodin et d'Antoine Bourdelle étaient les sources de son inspiration. Pendant ses études à Paris, il visite l'Italie. Durant des années 30, il participe à divers concours, gagne de nombreux prix, mais en 1936, il refuse catégoriquement que sa sculpture, les joueurs de tennis, soit exposés aux Jeux olympiques de Berlin, ce qui le prive du prix du concours. Nathan Rapoport retourne en juin 1939 à Varsovie, mais en septembre de cette année, il doit fuir devant l'avance de l'armée allemande et se rend à Bialystok, occupé par les soviétiques. Là, il rejoint un collectif de 120 artistes juifs échappés aux nazis. En 1940, il se retrouve à Minsk, en Biélorussie, et il reçoit plusieurs commandes de l'État soviétique. En juin 1941, alors de l'invasion allemande de l'Union soviétique, il est heureusement évacué à Alma-Ata, au Kazakhstan. Au printemps de 1943, les nouvelles de l'insurrection du ghetto de Varsovie lui parviennent et les bouleversent profondément. Il décide immédiatement de commémorer cet événement et commence à préparer des maquettes pour un monument rappelant la déportation et les soulèvements. Il retourne à Moscou en 1945 après la victoire et obtient enfin difficilement, en 1946, son rapatriement à Varsovie. Là, il montre au comité central des Juifs de Pologne la maquette de plâtre du monument rapportée clandestinement de Russie. Elle est immédiatement acceptée et même contre toute attente, la municipalité de Varsovie accepte ce monument. Le Joint américain participe en grande partie à son financement, ainsi qu'une collecte organisée par le comité central des Juifs de Pologne et la municipalité de Varsovie. Mais aucun atelier n'étant disponible
dans Varsovie totalement détruite, Nathan Rapaport part pour Paris et s'installe dans son atelier de la Ruche, au 14 de la cité Falguière, où en 9 mois il réalise son projet. Un autre survivant de la Shoah, l'architecte Léon Souzine, est désigné pour construire la base du monument à Varsovie. À la fin de 1946, Nathan Rapaport et Léon Souzine découvrent en Suède une immense cache de blocs de granit commandé par Arno Breker, le sculpteur préféré d'Hitler, qui devait ériger un monument célébrant la victoire de l'Allemagne nazie. La Suède leur fera don de ces blocs en mars 1947 et les enverra à Varsovie. En mars 1948, la maquette en plâtre est agrandie, puis coulée en bronze en 90 pièces par le fondeur Rudier. Et enfin, elle est envoyée par mer en Pologne pour éviter d'être bloquée par les soviétiques à la frontière. À Varsovie, il faudra dégager des gravats de 2 mètres de hauteur sur le lieu de l'ancien ghetto avant de pouvoir construire le monument. Ce monument présente sur sa façade principale le haut-relief en bronze représentant Mordechai Anielewicz, chef du soulèvement, et 6 autres combattants. Cette sculpture est une œuvre superbe, vivante, puissante et d'un équilibre magistral. La façade opposée, sculptée directement dans le granit, représente la marche vers la mort des 12 personnages courbés, symbolisant les 12 tribus d'Israël, encadrés discrètement par 3 casques de soldats allemands portant baïonnettes au fusil. Ce bas-relief est orienté symboliquement vers l'Umschlagplatz, la place de l'embarquement, d'où partait le convoi de déportation vers le camp de la mort de Treblinka. Ces personnages expriment à la fois la douleur et l'accablement, mais aussi la sérénité, et évoquent les œuvres de Rodin et Bourdelle. Tout est d'un réalisme saisissant, épique, et qui va droit au cœur du visiteur, touché par sa grandeur, son lyrisme et surtout son symbolisme. Le 19 avril 1948, 5 ans jour pour jour après les premiers coups de feu du soulèvement, le monument est inauguré en présence de 10 000 survivants, des autorités polonaises constituées, des ambassadeurs et de nombreuses personnalités venues du monde entier. Ce monument va devenir au cours des décennies le symbole de toute la résistance juive et de toutes les victimes de la barbarie nazie. C'est devant lui que sera commémoré tous les 19 avril le soulèvement du ghetto. Et c'est devant lui que s'inclineront les nombreuses personnalités du monde entier rendant visite à Varsovie, dont en 1963 Willy Brandt, chancelier de l'Allemagne fédérale, qui s'y est agenouillé, ou en 1987 le pape polonais Jean-Paul II. Toutefois, Nathan Rapaport ne reste pas en Pologne, qui a si mal accueilli les Juifs rescapés de la Shoah. Est revenu au milieu de l'année 1948 à Paris, où il sculpte le monument des engagés volontaires juifs morts pour la France, déjà cité. À partir de 1960, il partage son temps entre les États-Unis, Israël et l'Italie, jusqu'à son décès en 1987. Il nous laisse une œuvre artistique monumentale et prolifique, dédiée principalement à la mémoire de la Shoah, parmi lesquelles certaines œuvres sont devenues des icônes. Mais son chef-d'œuvre reste incontestablement le monument aux héros du ghetto de Varsovie. S'il est vrai que Nathan Rapaport n'a jamais été aussi reconnu par les historiens d'art que Jacques Lifshitz ou Hannah Orloff, et qu'aucun
Aucune monographie n'a paru en langue française à son nom. Il n'empêche que son œuvre nous touche profondément par son évocation symbolique des temps tragiques et douloureux, mais aussi héroïques de notre passé, dont nous nous efforçons de transmettre l'histoire aux jeunes générations. La rue n'était plus aussi tranquille. Des voitures circulaient. Alors on a réveillé tout le monde. J'ai réveillé le commandant et le commandant a réveillé tous nos compagnons combattants. Nous avons immédiatement décidé de descendre vers les positions qui nous avaient été désignées d'avance et qui se trouvaient un étage plus bas. C'était un appartement de plusieurs pièces. Il nous fallait 5 fenêtres. Nous étions 10 et il y avait 2 combattants à chaque fenêtre. Nous sommes descendus et nous n'avons rien fait d'autre qu'attendre le signal du groupe en face du nôtre qui devait lancer une grenade. Cette attente nous a semblé durer une éternité, du fait de cette tension énorme à laquelle nous étions soumis. À ce moment-là, je me trouvais à Töbens. La nuit du 18, ils ont encerclé tout le ghetto. Nous guettions d'en haut, cachés dans les greniers. Et nous les avons vus faire le tour du mur dans leur véhicule, en faisant sortir 3 hommes tous les 20 mètres. Les 3 hommes restaient là et le véhicule poursuivait sa route. Nous avons immédiatement averti le commandant qui a déclaré l'état d'urgence. Il a fait appeler tous les combattants. Même ceux qui étaient chez eux, on les a fait revenir d'urgence. Et ils ont reçu l'ordre de ne plus bouger de là. Nous avons vu les Allemands entrer dans le ghetto, joyeux et allègres, et incroyablement sûrs d'eux-mêmes. Nous les avons laissés s'approcher, de plus en plus près. Et quand la première grenade a été lancée par le groupe en face du nôtre, à côté de ce groupe, il y en avait encore un. Nous étions 3 groupes dans cette partie du ghetto. Alors ça a commencé. C'est très difficile de se souvenir de tout ça parce que c'était un chaos épouvantable. Il y avait nos grenades et les bombes incendiaires et tous nos coups de feu. Je me rappelle que j'ai tiré ce jour-là pour la première fois de ma vie. J'ai entendu à environ une dizaine de rues de distance des coups de feu. Et à chaque coup de feu, je savais s'ils étaient tirés par les Allemands ou par nous. Nous avons entendu les coups de feu. Il se passait donc quelque chose. Il y a eu aussi un contact téléphonique avec les autres parties du ghetto. Nous avons su ainsi que ça avait commencé. Bien entendu, chacun de nous a rejoint sa position, le poste qui lui avait été assigné. Tout avait été prévu. La place de chacun, ce qu'il aurait à faire le moment venu. Et nous avons attendu que les Allemands arrivent jusqu'à nous. Je ne me rappelle pas combien de temps nous avons attendu à notre place. Mais notre position était plus avantageuse que la leur. Nous avions l'avancée du mur sous la fenêtre. Nous pouvions lancer nos grenades et nos cocktails Molotov et nous baisser ensuite sous la fenêtre, de sorte que les Allemands ne pouvaient pas nous atteindre. C'est l'avantage que nous avions.
Ils ont commencé à tirer si fort avec leurs mortiers que la pièce entière a pris feu. On n'y voyait plus rien. On était complètement... On ne savait plus du tout ce qu'il fallait faire. Combien de temps ça a duré, je ne peux pas m'en souvenir. Pour nous, c'était une éternité. Puis les Allemands se sont retirés en tenant leurs fusils comme ça. Ça, je l'ai vu. Ils avaient les fusils relevés sur eux. Et en arrivant près du mur, en se retirant, ils rampaient. Ensanglantés, blessés, morts. Je ne peux pas tout décrire exactement parce que je ne me suis pas levée pour regarder. Mais nous avions vu le sang allemand. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, chers amis, Taillere Freund, nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le 79e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Pour l'Arbeiterring, le cercle amical, le centre MEDEM, les héritiers du Bund que nous sommes, et pour le Klej aussi, cette commémoration est un événement rituel que pas une année, depuis la fin de la guerre, nous n'avons manqué d'organiser. Permettez-moi de me réjouir une nouvelle fois qu'aujourd'hui, nous puissions le faire ensemble, la main dans la main, avec les organisations qui, hier aussi, parvinrent à s'associer pour lutter ensemble au sein de l'organisation juive de combat. En mars 1940, la zone de résidence des Juifs de Varsovie est désignée comme zone d'épidémie par l'occupant allemand. En octobre 1940, cette zone, qui n'est pas désignée comme ghetto par l'occupant, est cependant enfermée dans de nouveaux murs, hauts de 3 mètres et couronnés de barbelés. Le 16 novembre, le quartier est bouclé. On y déporte les Juifs de bourgades environnantes, puis d'Allemagne, de Gdansk, d'Autriche. 150 000 réfugiés juifs y affluent, errent sans abri, s'entassent dans les immeubles. La faim est terrible et le typhus y fait rage. Des milliers de personnes meurent. La comparaison de cet enfermement avec le sort des non-vaccinés que nous avons entendu sur les ondes pendant l'épidémie de Covid-19 est une absurdité et un scandale. Après les déportations massives de l'été 42, les quelques 30 000 Juifs qui restent au ghetto de Varsovie, de 500 000 qui y ont vécu depuis le début de la guerre, ne croient plus à un simple déplacement de population. Tous ont compris que Treblinka est un camp de mise à mort et des hommes de 20 ans que nous célébrons aujourd'hui comme nos héros décident que, puisque la mort est certaine, résister n'est pas plus dangereux pour la vie que ne pas le faire et que la dignité, elle, peut être sauvée. Il faut s'unir, ils le font. Il faut trouver des armes. Ils en reçoivent de la résistance polonaise. Ils en font passer clandestinement depuis la zone aryenne, par des passages souterrains, par le corbillard. Ils fabriquent des cocktails Molotov. Une action des nazis est mise en échec en janvier 1943. Le bruit de la révolte arrive aux autres ghettos, comme celui de Vilna, qui décident de lutter aussi. Le 19 avril 1943, ordre a été donné par Himmler de liquider le ghetto, qui est encerclé par l'armée allemande. 750 combattants juifs, armés de pistolets, de grenades, de cocktails Molotov, tiennent 3 semaines face à l'armée allemande équipée de chars, de canons, de lance-flammes, qui croyait vaincre dans la journée. Or nous, qui depuis 79 ans commémorons cet héroïsme désespéré en répétant « plus jamais ça », sommes aujourd'hui témoins d'une nouvelle tragédie et d'une nouvelle rébellion héroïque sur les lieux mêmes de l'anéantissement de nos familles. Odessa ou Lviv était au cœur même de la vie du Yiddishland anéanti. Qui aurait cru les voir à nouveau pillés, bombardés et leur population affamée et déshumanisée? Les Ukrainiens résistent et demandent des armes. Ils fabriquent des cocktails Molotov et tentent, rue par rue, bloc de maison par bloc de maison, de tenir en échec les chars et les missiles de l'armée russe
qui violent et assassinent les civils avec barbarie. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ces crimes de guerre sont commis au prétexte de dénazifier l'Ukraine. Et comme si avoir été un jour du côté des libérateurs autorisait désormais à commettre à son tour les pires exactions. Aujourd'hui, comme hier, c'est aussi une guerre de l'information. En 2022, les images parcourent le monde en temps réel. Nous savons, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Je doute que le peuple russe lui-même puisse le dire. Nous en sommes bouleversés, et pourtant, aujourd'hui comme hier, les opprimés sont bien seuls à combattre. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis 6 semaines. Permettez-moi de citer 2 vers de l'hymne du Bund. Wir schwören zu kämpfen für Freiheit und Recht mit allen Tyrannen und Seherknecht. Nous jurons de lutter pour la liberté et le droit contre tous les tyrans et leurs esclaves sournois. Puisse l'Europe unie et l'ensemble du monde démocratique aider les Ukrainiens eux-mêmes à défaire le tyran et à redonner l'espoir en l'humanité. Puissions-nous célébrer le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie en disant « Plus jamais ça ». J'appelle maintenant les membres de la chorale d'Iddeldam qui sont présents, ainsi que Michel Taubert, pour lancer d'abord Die Schwue, l'hymne du Bund, puis Sag nicht kein Mal, l'hymne du ghetto. Et vous êtes bien sûr invités à vous lever, s'il vous plaît, messieurs, dames, et à reprendre le chant dont les paroles vont s'afficher sur l'écran devant vous. Zusammen, zusammen, die Front ist frei, sie flattert von Zorn, von Blut fließt sie reut. Aschwue, auf Leben und Tod. Himmel und Erde, rett uns Kreuz Herrn, eines bezahlt, die liebliche Sterne, Aschwue und Blut
nicht gehen, wo hast du geht den letzten Weg. Verschiedene neue, verstellen neue Weg. Kommen wird noch unser ausgewählte Show. Es wird der Polster unser Trott mit seinem Do. Kommen wird noch unser ausgewählte Show. Es wird der Polster unser Trott mit seinem Do. Und wir den Armen an die weißen Mann stehen. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weg. Und wo gefallen sie der Spitz von unser Blut. Straßen werden nach unser Bude, unser Hut. Und wo gefallen sie der Spitz von unser Blut. Straßen werden nach unser Bude, unser Hut. Es wird die Morgens und bei Kindern unser Heim. Und der Werken wird verschwinden mit dem Feind. Neu versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Wie Aquarol, so geht das Lied von Dorf zu Dorf. Und neu versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Wie Aquarol, so geht das Lied von Dorf zu Dorf. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Leid. Es ist nicht ein Lied von Erfolg, Leute frei. Das hat Erfolg zwischen Fragen, die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat Erfolg zwischen Fragen, die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat nicht kein Moral, du gehst den letzten Weg. Das gibt den Laien verstellen neue Tag. Kommen wird noch unser ausgewählte Show. Es wird nach heute unser Trott mit seinem Blau. Kommen wird noch unser ausgewählte Show. Es wird nach heute unser Trott mit seinem Blau. Chapeau.